Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui fait le tour de la création du jeu de société. Pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Pour discuter de tout ça, je suis accompagné du fabuleux Théo Rivière. Bonjour Théo, comment vas-tu ? Salut Zef, ça va et toi ? Très très bien. D'autant bien déjà que, on fait une émission ensemble encore, et ça c'est très cool, parce que ça c'est toujours aussi excitant. Mais Toujours. deux, il y a une petite chose qui se prépare dans cette émission. J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls dans cette vaste pièce qui est Internet. Mais qui nous accompagne ? Dis-moi. Esprit, êtes-vous là ? On fait effectivement une émission spéciale pour parler de The Loop, que j'ai co-créé avec l'incroyable Maxime Rambourg. Salut Maxime. Ouais, salut, très content d'être là. Un jeu qui a été édité par Catch Up Games. Salut Seb de Catch Up Games. Salut, moi aussi je suis assez content d'être là, mais ça peut monter. Et brillamment illustré par Simon Caruso qui est là aussi. Salut Simon. Bonjour, très content d'être là. Comme tu as dit Théo, nous sommes accompagnés de 4 merveilleuses personnes avec nous pour replacer un peu les choses. Donc Maxime Rambourg qui est aussi auteur de jeux de société, entre autres Big Book of Madness, c'est dur à dire, chez Yellow, Arena for the Gods. Simon Caruso, donc illustrateur qui a fait Yogi Guru chez Gigamic, Return Play chez Facility Jeux, Cache Souris chez Jeux FK. Et Sébastien, donc de Catch Up Games, qui est éditeur, entre autres de Wildspace, Pharaon, Keybirds et Papertail. Donc tout ce beau monde ici réuni pour parler, et je le dis, mais Théo Rivière, bien sûr, le fabuleux auteur de Draftosaurus, Deadlift Charlie, Nakaraja, entre autres, je vais pas tout citer. Donc un sujet, concernant une petite rétrospective sur la création du fabuleux jeu de société qui est The Loop, qui est sorti il y a peu sur vos étals. On va ensemble discuter tout ça, revoir tout le process de création que vous avez eu ensemble, Maxime et Théo, voir comment l'illustrateur est arrivé dans la gestion de tout ça pour illustrer le thème, voir comment on arrive à sortir un truc un peu pétillant comme ça l'est aujourd'hui. Et comment voilà le travail de l'éditeur de Catch Up là-dedans. Et il y a plein de choses à dire. Au moment où on commence cette émission, on ne sait pas quelle forme finale ça aura. Est-ce que ça sera une émission ou 2 émissions ? On verra bien. Je pense qu'on partira plus sur 2 émissions au vu du nombre de personnes. On va commencer tout de suite si ça vous convient. Et je vais lancer les hostilités en parlant directement à Sébastien pour lui demander de se présenter un petit peu. Tu travailles chez Catch Up, mais quel est ton rôle précisément chez Catch Up et comment tu es intervenu rapidement sur la création de The Loop ? Alors, quel est mon rôle ? On a monté cette petite boîte d'édition avec Clément, mon associé, il y a 5 ans environ. Donc, on est 2 toujours à ce jour dans la société. Du coup, on fait un peu tout. Après, on se répartit en fonction des compétences, mais globalement sur les jeux, on bosse dans un système qui s'apparente à du chef de projet dans des plus grosses boîtes. C'est-à-dire que on va se répartir les projets par affinité, mais en fait, donc l'un des 2 va être chef de projet sur un projet. C'est mon cas sur The Loop, et donc il va avoir la main sur les différents choix éditoriaux. Alors, vu qu'on est 2, l'autre a quand même une part importante au niveau du regard qu'il peut apporter sur le projet. Mais nous, ça nous permet de désaxer un petit peu les décisions en ayant quelqu'un qui a un peu plus de recul sur le projet, quelqu'un qui a un peu plus le nez dans le guidon. Il y a quand même quelqu'un qui va avoir la main sur les décisions pour permettre de ne pas rentrer dans des discussions infinies sur des choix qui sont parfois difficiles. C'est difficile de faire consensus, même à 2 personnes, sur des choix graphiques, sur certains détails de développement. Donc ça nous facilite pas mal la tâche. Donc effectivement, c'est plutôt pas mal d'être peu dans ce genre de cas, parce qu'on peut facilement s'accaparer un projet et être décisionnaire dessus et avoir comme facilement un droit, un regard extérieur de quelqu'un. Mais j'imagine que du coup, c'est un sacré boulot quand même au quotidien, parce que à 2 à gérer plusieurs projets à la fois, ça doit être assez harassant au bout d'un moment quand même. C'est effectivement beaucoup de travail de tout faire. Après, ça permet de garder aussi un rapport un peu artisanal au travail, avec beaucoup de sens dans tout ce qu'on peut faire, parce qu'on touche un peu à tout au niveau d'un projet, jusque dans la communication à la sortie, de pouvoir voir un peu ce qu'on fait. Il y a vraiment, je trouve, dans ce rapport-là, dans cette échelle-là au travail éditorial, il y a vraiment
un côté artisanal qui est plaisant au niveau de l'accomplissement. Ok, écoutez, sur ça, on va commencer par le commencement, savoir comment The Loop est né dans la première idée de qui déjà. Alors déjà, c'est la finalité, c'est Théo et Max qui sont là en co-autorat. Vous aviez déjà fait du co-autorat sur le coffre trésor chez Ouzou. Est-ce que ça avait été... alors j'imagine, j'ai posé la question quand même, mais j'imagine que oui. Ça a été une bonne expérience entre vous en termes de créativité, qui vous a donné envie de refaire un truc derrière? Ouais, c'était une bonne expérience. Après, alors je sais plus si on a commencé par le coffre trésor. C'est vrai que le coffre trésor est sorti avant. C'est un projet qui a été assez rapide. Je pense qu'on avait déjà des prémices de The Loop avant même de commencer sur le coffre au trésor. On s'était croisés régulièrement quand Théo était à Nancy, qui bossait chez Yellow. Moi, j'étais gérant du café-jeu La Fin de l'Ours à Nancy, et du coup, on se croisait souvent, et on s'est recroisés quelques années plus tard sur les festivals en ayant régulièrement envie de se proposer des idées de jeux et sans vraiment les pousser. Et il y a eu une fois où on a vraiment poussé le pas, et je suis monté à Bruxelles et on a travaillé un petit peu sur plein d'idées différentes. Et là, il y avait un petit départ de The Loop et on commençait à avoir pas mal de discussions autour de ce projet-là que moi, je venais de commencer tout doucement. J'avais vraiment les premières intuitions sur ce jeu. De mémoire, ouais, je crois qu'on a fait le coffre au trésor un peu comme une respiration, comme c'est un jeu pour les enfants de 4 ans. Ça n'a pas été un développement démentiel et ça n'a pas été 1 milliard de playtests à faire, contrairement à The Loop qui a été très long et très compliqué. Et on a un autre projet du même acabit que The Loop avec Max, qui n'a pas encore d'éditeur, sur lequel on a beaucoup bossé, un jeu qui s'appelle Namaka. Et je pense que le coffre au trésor est venu un peu comme une respiration entre Namaka et The Loop, un peu de ok, on va faire un truc un peu moins ambitieux, qu'on va peut-être mener au bout, un jeu pour enfants, comme ça c'est un peu plus relax. Et donc The Loop était définitivement déjà un peu amorcé quand on a commencé à bosser dessus. En fait, c'est toujours extrêmement compliqué de savoir quand commence une idée. Parce que déjà, c'est des conglomérats d'idées qui évoluent au fur et à mesure, qui sont transformées, échangées, etc. Mais je pense qu'effectivement, quand on se croisait sur les salons et qu'on avait envie de faire un jeu ensemble, on avait démarré par on pioche des pièces dans un sac, on les jette en l'air et ça fait des actions. Et je crois que ça partait de là, le première session de travail. Et on est tout de suite passé sur autre chose, sur Namaka. Mais si on reprend vraiment la première idée, ouais, ça doit être celle-là. Alors, Namaka, ça me dit rien du tout. C'est un jeu qui est en cours de création, c'est ce que j'ai entendu, ou c'est... Tu vois, les relations Facebook où à une époque on pouvait mettre des trucs et les gens ils mettaient c'est compliqué. Namaka, c'est compliqué un peu. D'accord. Donc c'est pas un jeu, c'est pas finalisé. C'est chez personne. D'accord. Et c'est un jeu c'est bizarre à dire pour un proto parce que on les aime tous, mais c'est un jeu que moi et Max, je crois qu'aussi, que j'aime particulièrement, qui a une promesse qui est un peu plus atypique que d'habitude parce que c'est un jeu par équipe, 3 joueurs contre 3 joueurs avec des variantes pour jouer à moins de 6, parce qu'on n'est pas non plus fou au point de proposer un jeu qui soit jouable que à 6 joueurs. Mais 3 joueurs contre 3 joueurs avec dans chaque équipe 3 rôles différents, c'est asymétrique. Et donc on joue par équipe et c'est plutôt un jeu un tout petit peu joueur, familial plus, diraient les gens qui essayent de nomenclaturer tout ça. Donc plutôt une expérience de jeu autour de 45 minutes. Et c'est un beau projet, mais c'est dur à expliquer, c'est dur à placer chez des éditeurs, c'est dur de convaincre pour l'instant. Et donc il est un peu en stand-by réflexion chez quelques éditeurs, mais depuis longtemps parce que on est en 2020 et donc tous les tests ont été un peu altérés par le Covid. Et donc c'est un projet sur lequel je pense que tous les deux on croit pas mal, mais pour l'instant qui n'a pas abouti jusqu'à ce moment où t'es plaisamment surpris. Au final, moi je pensais que c'était ok, vous avez fait un premier jeu ensemble, c'était cool, vous vous êtes tapé dans la main en disant on en fait un autre, et l'idée de The Loop était née, mais en vrai c'est un conglomérat de création intense entre vous deux, et puis il y en a un qui est sorti plus vite que l'autre parce que plus facile à faire, et le deux, mais pas forcément en premier dans l'idée créative. C'est à peu près ça si je résume, Max? Ouais, c'est complètement ça. Globalement, on a essayé de voir comment ça se passait quand on travaillait ensemble. Alors Théo, tu peux me contredire, mais j'ai l'impression que ça se passe vraiment très bien, que c'est super agréable. Et du coup, de là, naît plein d'idées. Donc après, forcément, il y a des soirées entières où on va chacun donner plein d'idées dans tous les sens sur des projets qu'on a, nous, perso, en cours, un peu pour voir comment l'autre réagit, ou des nouvelles idées qu'on n'a pas encore démarrées, mais qu'on est là dans des conversations. Et donc, il y a plein de choses qui naissent. C'est là où je disais, c'est extrêmement difficile de savoir quand est-ce qu'une idée, elle démarre. C'est il y a plein de choses, et puis de temps en temps on se focalise sur un projet en particulier et qui pousse un peu plus loin.
partons du coup, l'idée est née, elle est à peu près en place entre vous de dire ok, on va faire un jeu sur une timeline, c'est ça, une frise chronologique si je comprends bien. Ouais, moi mon idée de départ ça partait un peu de là, c'était déjà de faire un jeu sur le voyage dans le temps et de plutôt faire que à la place que les joueurs se déplacent physiquement dans l'espace, c'est-à-dire d'un endroit à un autre, comme c'est classiquement. Là, j'avais vraiment l'idée que le plateau de jeu ce soit le temps et qu'on se déplace et que les cases ce soit le temps. Et j'avais vraiment cette frise chronologique qu'on a un peu, tu sais, dans les écoles primaires où t'as la préhistoire, Charlemagne et puis une fusée à la fin. Et ça partait vraiment de là, et les cases c'était ça, il fallait réussir après à vaincre un docteur maléfique qui avait foutu le bordel dans le temps, mais ouais, vraiment la première idée, elle est là. Donc quand Max il te propose ça, il a cette idée-là. Théo, toi, tu t'en penses quoi quand il arrive avec cette idée un peu folle? Alors ça a été assez étonnant, et je m'en souviens assez bien de cette sensation qui était un peu bizarre, mais du coup avec Max on a vite effectivement bien matché en termes de création et de discussion autour des jeux, et arrive un moment où des fois tu parles d'un proto dont t'es un peu content à quelqu'un, mais t'es pas forcément dans une relation de coautorat dès le départ. Des fois il y a des trucs où on se dit allez, on se lance, on fait un jeu à deux et c'est parti, puis des fois t'as juste besoin d'avoir un peu du feedback, et c'est logique que si là demain Max il me dit je suis en train de bosser sur ça, qu'est-ce que t'en penses, et que je lui donne mon avis, ça veut pas dire que je suis co-auteur, quoi. Et sur The Loop, on a fait une première partie au festival des bretzels et des jeux, et le jeu était déjà pas abouti, mais il existait, quoi. Il y avait un proto, on pouvait jouer, on pouvait aller du début jusqu'à la fin d'une partie, et on a commencé à en discuter un peu avec Max pendant du coup une session, et je me souviens très bien m'être allé me coucher en me disant mais du coup je suis co-auteur de jeu avec Max, il veut que je sois co-auteur ou juste il voulait des idées et je lui en ai donné plein et c'est cool, mais on le fait à deux ou pas? Et comme c'était en plus le début de notre relation de travail, c'est difficile de dire c'est comme je sais pas, t'es un peu en train de flirter avec une fille, à un moment tu fais pardon, mais on est ensemble ou pas, parce que j'arrive pas à vraiment bien savoir, quoi, c'est un peu gênant. Je pense que je dormais dans la pièce à côté que je me posais la même question, Théo. Define the relationship. Et on n'est pas ensemble avec Max, mais on a fait The Loop à deux au final. Ce qui est pas mal, un beau bébé que vous avez fait ensemble, quand même, mine de rien. Ouais, clairement. Donc, si j'entends bien, et c'est un truc qui me tite un tout petit peu quand tu le dis, c'est que finalement, Max, quand tu présentes ça à Théo, t'as déjà bien avancé le proto. Enfin, on est loin de l'idée de base. T'as vraiment quelque chose, comme disait Théo, de jouable avec des règles et une méta qui est en place, quoi. Ouais, après, c'est un peu biaisé parce que moi j'ai tendance à très très vite matérialiser pour voir où est mon idée. J'ai besoin de matérialiser les choses, de tester, d'avoir un jeu en fait, même si ça marche pas, même si c'est que l'idée de départ. Il me faut ça pour démarrer, moi. Et donc là, effectivement, il y a un peu plus que le tout premier proto de départ, il est déjà un petit peu travaillé, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un tout début de projet. Il y a encore rien qui est fixé. Il y a encore beaucoup de choses qui vont pas, que je vois moi qui vont pas du tout. Enfin, c'est pas un projet sur lequel je me sens ouais, c'est bon, j'ai tout fait, j'ai terminé du tout, quoi. C'est vraiment, tiens, je cherche des idées. Je les ai matérialisées sous cette forme-là pour pouvoir les montrer et qu'on me fasse des retours. Mais c'est vraiment un tout début. Comment ça se passe le travail de co-autorat? Parce que tu disais, Max, que tout à l'heure que Théo était à Nancy à ce moment-là et que tu bossais aussi pas loin, c'est ça? Non, alors ça, c'est il y a bien longtemps, dans un autre temps. Non, c'est vraiment la Théo, il est à Bruxelles, moi je suis à Nancy, on se croise uniquement sur les salons. D'accord, donc comment se passent les sessions de travail? C'est vous vous envoyez des mails et des trucs en disant hey, je pense que j'ai une bonne idée, regarde ce que ça pourrait donner, j'envoie une photo, une vidéo de ce que ça donne, ou un print and play éventuellement dans le meilleur des cas, ou c'est vous donnez des rendez-vous genre toutes les 2 semaines chez l'un chez l'autre et c'est des soirées intenses et des week-ends intenses de travail? C'est un peu un mélange de ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des échanges par mail, par Discord, par autre. Il faut à un moment donné qu'on se cale, soit moi à Bruxelles, soit Théo à Nancy, pendant au moins 3-4 jours pour pouvoir avancer vraiment sur un projet. Sinon, ça, on peut pas vraiment avancer aussi efficacement à distance. Donc il y a vraiment un moment donné où on se voit 3 à 4 jours, et là on fait que ça, quoi. J'ai vraiment des images en tête là de petits déjeuners où on vient de se lever, on a un café dans la main et on est déjà en train de tester la version qu'on avait posée la veille au soir juste avant d'aller se coucher, quoi. Juste pour se donner une timeline, vous, le premier test que vous avez fait à Brésil et des jeux, t'as peut-être donné la date, Théo, je m'excuse, c'était quelle date? Je l'ai pas donné, c'est juin 2018, je crois. Donc on est 1 an et demi, 2 ans et demi après à la sortie, quoi. Donc des week-ends de travail, ça me travaille aussi un petit peu parce que je me dis, on a un peu l'idée, enfin moi j'ai l'idée un peu peut-être mystifiée même de l'auteur ou des co-auteurs qui travaillent ça un peu en mode
quelques heures par jour, j'ai le proto, puis ensuite on fait quelques tests, puis en plus je repars un peu dans ma grotte, réfléchir à tout ça, réfléchir à des règles et tout. Là, la façon dont tu m'en parles, Max, j'ai l'impression que c'est non, en fait, c'était à 8 heures par jour, voire plus, et chaque fois qu'on finissait une partie, on rédigeait un nouveau truc, et puis bam, on repartit pour une partie, quoi. C'est à peu près ça? Ouais, c'est ça. Puis quand tu dis l'auteur il rentre dans sa grotte et il réfléchit, bah en fait là ce travail-là on le fait à deux. Alors après je pense que chaque auteur déjà travaille différemment et chaque co-autorat doit être très différent. Théo pourra mieux en parler que moi. Mais là il s'avère que je pense que cette phase-là de faire mijoter un peu les idées, de les malaxer, d'avancer un peu sur de l'aléa d'idées, eh ben on arrive à le faire à deux en discutant en fait. Donc cette phase-là, elle est beaucoup plus efficace et c'est ça qui fait que ça marche et qui fait que c'est agréable aussi. Pas que ça, mais en partie. On arrive vachement bien à exprimer un flot d'idées, souvent nul, mais l'autre arrive à les utiliser, alors dans un sens ou dans l'autre, mais arrive à les utiliser pour dire non mais attends, cette idée-là, elle est pas si nulle, elle m'amène une autre idée, puis après l'autre ça m'amène une autre idée, etc. D'accord, donc il y a une forme de brainstorming, mais comment ça se passe quand on a en co-autorat ce côté se booster mutuellement sur les idées, mais surtout accepter aussi le négatif de l'autre? De base, là tu parlais par exemple de la frise chronologique qui était ta base d'idées pour jouer sur le temps. Au final, The Loop se retrouve avec un plateau circulaire qui permet de voyager de gauche et à droite quand on voyage d'une époque à l'autre. Ce genre de changements qui sont un peu lourds, comment on arrive à les accepter des autres, dans le sens où parfois on s'accroche à son idée en disant ouais mais ça c'est quand même l'idée de base, j'ai pas envie de la lâcher, c'est quand même le cœur du jeu. Enfin tu vois, il y a peut-être parfois un petit peu, sans parler d'ego, mais un tout petit peu de ça aussi qui fait que c'est un peu dur. Comment on arrive à se booster mutuellement et à se convaincre que l'idée est meilleure? En fait, je pense qu'il y a un truc qu'on partage avec Max et qui fait que effectivement, on arrive à bien travailler ensemble. Il y a deux trucs même où je vais pas rentrer dans des grandes théories, mais qui sont des trucs qui me font pas de réfléchir en ce moment. Un pas trop et l'autre un peu plus. Le premier, c'est on partage un espèce de truc où on est assez insatiable en fait. C'est pas parce qu'un truc marche qu'on va être satisfait. Et on va souvent remettre en question chaque petit aspect du proto. Moi, j'ai tendance à être un peu comme ça. Alors, des fois, je m'entoure de co-auteurs c'est en aucun cas une critique ou un reproche, mais plus facilement satisfaits, pour éviter que je sois dans des périodes de doute permanentes et que je trouve tous mes protos nuls. Des fois, je suis avec des gens qui vont amener plutôt ce côté, le peps, la bonne humeur, le truc où, ouais, c'est bien quand même, on a joué, on s'est bien amusé. Et étonnamment, Max et moi, on partage ce côté de, on va tout trouver nul, mais on arrive à bien rebondir pour amener le jeu jusqu'à un terrain qu'on n'aurait pas amené naturellement. Avec ces phases de rebond aussi quand je suis un peu down et que je trouve que le jeu il est nul et qu'on va pas s'en sortir, c'est à ce moment-là que Max il arrivait avec des nouvelles idées, qu'il était un peu frais, tac tac tac, et inversement. Et l'autre aspect qui est presque plus théorique, mais où plus ça avance et plus moi je commence à être un peu persuadé et ça va avoir l'air un peu mystique, je m'en excuse un peu, mais je crois que les jeux ont un peu naturellement un endroit où ils ont envie d'être. Alors je les personnifie pas comme des vraies personnes, mais il y a plusieurs notions qu'on évoque souvent dans le game design qui sont l'élégance, et moi j'irais presque une notion d'ailleurs, et moi j'irais presque plus loin vers un truc un peu des fois naturel, et parfois tu joues, tu changes des trucs, et puis naturellement tu te dis ouais là c'est mieux en fait, c'est là où le jeu il doit aller, et là on va dans la bonne direction. Et donc souvent on n'a pas eu à convaincre l'autre parce que le jeu parlait un peu de lui-même. Ce qui est le cas de ce moment où le plateau est devenu circulaire. Il l'a pas été pendant très longtemps et ça marchait bien. Et puis à un moment on s'est dit ok, on se ferme à cette idée depuis le début parce que ça a l'air d'être un gros changement. Vas-y, on va dire que le plateau il est circulaire pour voir. On a joué et puis personne n'avait besoin de convaincre l'autre parce que tous les deux on était genre ouais c'est mieux en fait, ouais c'est mieux en fait, ok il faut faire ça. La façon dont tu parlais de ce côté motivation de l'un et l'autre quand l'autre perd un peu la flamme, je veux dire, ça me fait penser, alors je suis désolé pour la comparaison, mais ça fait un peu Frodon et Sam ensemble qui est dans du grand voyage, quoi, tu sais. Il y en a un qui est down, l'autre qui le remonte un pion, c'est bon, on va y arriver et tout, on est bientôt à la montagne. Et en fait, tu sais, j'ai l'impression de sentir un peu cet aspect, je pousse l'autre naturellement quand il est un peu down parce qu'il faut redonner un peu de peps à tout ça. Et je trouve ça super cool en fait parce que ça donne cette image de c'est un grand voyage, c'est quand même assez difficile, on se rend pas compte des difficultés qu'on peut avoir dans la création et ça motive. Sur le côté graphique, alors je sais que Théo, pour en avoir discuté avec lui, il a besoin d'avoir un proto qui est très vite visuellement agréable à jouer, pas forcément final, mais au moins dans le sens pas juste voir des numéros sur des cartes, mais avoir peut-être un peu plus de peps là-dessus. Est-ce que Maxime, toi, c'est ton cas aussi à la base ? C'est vrai que ça a beaucoup évolué en bossant justement avec Théo. C'est-à-dire que moi, j'ai pas forcément les compétences graphiques. C'est pas quelque chose qui m'intéresse en soi et qui
qui me passionne, donc je me sens pas compétent, donc je vais pas perdre trop de temps. C'est surtout ça en fait, c'est que ça me demande un temps fou de caler correctement une image, de choisir les bons pictos, les bonnes couleurs et de réfléchir à ça, parce qu'en plus j'ai pas l'impression que mes choix vont être pertinents, et donc voilà, je pense que ça sert à rien. Par contre, je fais toujours en sorte d'avoir quelque chose qui est extrêmement propre et qui aide à la lisibilité du jeu, à la compréhension du jeu. Ça n'enlève rien. Après, Théo, il a vraiment ce petit truc en plus de réfléchir déjà en termes d'esthétique et de cohérence esthétique au proto. Et je me rends compte que plus le temps passe, alors plus déjà, moi je le fais aussi, je commence, mais à une autre époque, je trouvais que c'était pas pertinent et que les éditeurs de toute façon changeaient tout et avaient besoin aussi que ce soit assez épuré pour pouvoir se faire leur propre idée. Et maintenant, plus ça avance, plus je me dis non, en fait, quand j'amène une thématique dans un jeu, c'est pas pour rien, ça raconte une histoire, j'ai envie de raconter cette histoire-là, et du coup, j'ai envie de la mettre en scène, et donc ouais, c'est quelque chose qui évolue chez moi. Mais je sais que oui, Théo, là, on peut passer des fois une après-midi entière à choisir quel est le logo pour cette carte-là, alors que ça ne sert à rien, c'est un proto, c'est... Moi, j'ai une forme d'impatience. Dès qu'on a un nouveau proto, je veux y jouer tout de suite. Donc, passer 3-4 heures sur des logos et des images, c'est... je suis impatient de jouer. J'ai envie de passer à l'étape suivante assez rapidement. Quand tu dis 3-4 heures pour que Théo choisisse là, c'est une exagération volontaire ou c'est du réel? C'est une exagération volontaire, mais c'est vrai que je me souviens d'après-midi chez lui où on est en train de refaire toutes les cartes. Et là, pour le coup, c'est super agréable de le faire à deux. C'est là aussi où, moi, tout seul chez moi, je passerai pas autant de temps à le faire parce que je suis tout seul chez moi et que je veux imprimer mon proto et je veux tester mon idée. Mais là, on est deux, déjà, on déconne et enfin, ça se ressent sur le projet final avec les thématiques des cartes et les différents objets, même s'ils ont beaucoup évolué depuis. Mais il y avait un peu ce côté aussi de aller chercher la petite connerie pour faire marrer l'autre et après passer un certain temps sur un site de picto et de logo pour se dire non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, et parmi 200 baguettes de pain, choisir la bonne baguette de pain pour illustrer la carte. Ça m'amène plusieurs questions, là, je vais devoir les noter au fur et à mesure parce que tu dis plein de trucs qui me font rebondir, mais tu parles justement de création, de découpage, d'impression et le reste. En termes d'outillage de proto, j'imagine que tu es un peu équipé, comme Théo en parlait dans les émissions précédentes, avec ce magnifique outil qui permet normalement de découper les carrelages, mais qui fait des trucs ronds comme tu voulais. Est-ce que toi, tu es dans la même mouture de précision de création de proto que Théo, c'est-à-dire vraiment aller chercher quelque chose de précis pour avoir des cartes bien rigides comme il faut, ou tu es vraiment dans la feuille de papier que tu insères dans un sleeve? Non, moi je suis plus de l'école feuille de papier dans un sleeve, bout de carton. Après, c'est vrai que j'ai découvert quand même la technique stickers, imprimer sur de l'autocollant et le poser sur du carton pour faire des beaux plateaux ou certaines cartes ou certains jetons. Et depuis, c'est vrai que je fais beaucoup ça et que c'est vraiment beaucoup plus propre. Mais j'ai pas le niveau de finition de Théo. Non, j'ai pas par exemple ce magnifique outil de carrelage dont je suis très envieux. Mais c'est vrai que j'ai quand même une imprimante 3D, ce qui est pas négligeable en tant qu'auteur de jeu. Ça permet des fois de finaliser un truc. Ça permet pas forcément d'avoir des belles idées, mais ça permet de finaliser quand même un beau proto avec des belles pièces et des beaux pions. On devrait faire une émission spéciale sur le kit de démarrage pour les auteurs, en disant voilà ce qu'il vous faut en matos pour faire un bon début de proto. Ouais, malheureusement, j'appellerais pas ça un kit de démarrage, parce que quand tu démarres, généralement, t'as pas forcément les moyens de te procurer ce genre d'outils. Deuxième point que tu m'as amené, mais je vais reprendre plutôt dans l'ordre parce que j'ai envie d'entendre aussi Seb sur le côté édition, parce que je le sais, parce qu'on en a parlé avant évidemment, mais je sais qu'en fait il y a eu plusieurs phases de présentation vers Catch-Up du proto, et qu'il y a eu plusieurs retours réguliers de la part de Catch-Up là-dessus, et moi j'aimerais savoir en fait quelles ont été les différentes grandes phases dans ton esprit, Seb, sur ces évolutions. C'est-à-dire, la première fois que tu as vu toi le jeu en proto, c'était quand par rapport au début de l'idée, c'est-à-dire en juin 2018, et ensuite qu'est-ce que tu retiens des différentes phases de présentation que tu as eu derrière et qui ont eu des modifications qui t'ont fait dire ah ok, là il y a vraiment un truc qui se dessine, quoi. Alors c'est marrant parce qu'on travaille tellement sur un projet comme ça, c'est tellement au long cours que rétrospectivement, ça s'en mêle un petit peu au niveau des souvenirs. Moi, j'ai souvenir que Max nous avait montré le jeu au Shrubbery, qui est le bar qui nous héberge. Mais si ça se trouve, c'est pas la première fois, je sais plus. J'ai ce souvenir-là de nous en train de jouer à The Loop, et où
on jouait les cartes par séquence mécaniquement sur le jeu. En fait, les cartes, c'était pas le système de loop tel qu'il est actuellement. Donc ça c'est un souvenir assez ancien. T'arriverais à le dater à peu près pour se rendre compte de la timeline, Max? Ouais, c'est au printemps, ça doit être un mois ou deux avant Bretzel et des jeux. Je pense que je suis passé à Lyon, je ne sais pas pourquoi. Et effectivement, il y avait encore on jouait 3 cartes, mais on les jouait de gauche à droite. Glissait, celle de droite, elle disparaissait, on en remettait une nouvelle à gauche et on répétait. Et du coup, on avait trouvé qu'il y avait une idée intéressante dans le truc. Déjà mécaniquement, il y avait quelque chose d'original sur un thème qui est forcément assez sexy. Et ça collait déjà bien cette idée-là avec le thème. Après, ça a amené quelques problèmes mécaniques et quelques aussi il y avait je me rappelle qu'à ce moment-là, on avait beaucoup de temps d'attente d'un tour. Le tour d'un joueur était assez long et on jouait à 4. Et ça, c'était le point négatif principal qui m'était resté à ce moment-là. Mais je me rappelle avoir dit à Max que c'était un jeu qu'on aimerait bien suivre, qu'on aimerait bien voir l'évolution. D'accord. Donc déjà là, quand Max ou Théo, quand vous présentez un proto comme ça qui attire l'œil d'un éditeur, est-ce qu'il y a une forme de privilège sur la présentation? Est-ce que derrière vous vous dites ok, du coup ça attire quelqu'un, ça attire un éditeur, est-ce que je vais du coup le présenter toujours à la même personne et m'empêcher de le présenter à d'autres éditeurs derrière, ou est-ce que vous avez quand même eu des phases avec d'autres éditeurs pour pouvoir comparer les avis, voir s'il y a quelque chose qui sortait de mieux, ou est-ce qu'il y avait peut-être un intérêt supplémentaire? Ça a été assez particulier parce que donc avant même que moi je sois dans le projet, Ketchup était déjà un peu impliqué dans le truc. Ce qui est très particulier, mais je pense que Max, quand tu montres le proto à Seb et Clem à l'époque, il y a une dimension de cool, c'est un éditeur, je leur montre, mais aussi, et tu me confirmes ou pas, chouette, c'est des copains, ils vont me faire des retours pertinents et sympathiques, quoi. Ouais, cette première version, je la montre même plutôt dans cette optique-là. C'est des copains et j'aime bien les retours qu'ils font généralement sur les choses que je leur montre. Et là, je sais que j'ai une idée qui est pas encore pertinente à montrer, mais je veux avancer dessus, donc je leur montre plus en tant que pote que en tant que c'est des éditeurs, ils vont être intéressés. Et derrière, quand on fait notre première grosse session de boulot avec Max, qui aboutit par un moment que j'aime bien, qui d'ailleurs avait un peu fait râler Max sur cette idée de c'est du temps perdu, j'aime bien faire une belle boîte, donc réfléchir à la couve, à la typo du titre, à trouver les pictos qui vont indiquer l'âge, la durée, etc. Et donc j'ai fait une belle boîte qui était assez cool, j'en ai fait une belle photo et je l'ai mis sur les réseaux sociaux en mode « on a fait ça avec Max, on est content et on est fier, on a hâte que vous jouiez dans 5 à 10 ans ». Et derrière, assez naturellement, moi il y a 2 éditeurs, 3 qui sont venus vers moi pour me questionner un peu sur les jeux. Et donc on en a parlé avec ces 3 éditeurs, alors les 3 n'ont pas abouti, mais les 3 ça n'a pas abouti et c'est pas allé plus loin que je leur ai envoyé les règles pour qu'ils puissent regarder. Il y en a un qui m'a jamais répondu, il y en a un qui m'a jamais répondu, et il y en a un qui m'a dit qu'il voulait pas faire le jeu pour des raisons extérieures au jeu, au final. Et donc ça a un peu gommé ces 3 personnes-là qui étaient un peu venues soudainement et qui avaient un peu sauté sur l'occasion pour avoir un peu plus d'infos. Mais très vite, on avait en tête que si Ketchup voulait le faire, on était chaud pour le faire avec Ketchup. Du coup, ça me fait rebondir sur la couverture, la première couverture de boîte de jeu. Alors là, je l'ai sous les yeux, mais vous qui nous écoutez, normalement, vous l'avez aussi sur le net au moment où vous écoutez cette émission. Donc on a une très belle frise chronologique qui part en rond avec un The Loop qui fait un peu future science des années 80. On a déjà le nom du Docteur Fou. Alors, du coup, on apprend que c'est ce nom-là qui se restera jusqu'à la fin du jeu. Mais on n'a pas du tout ce côté un peu piquant, fluo des années 90, des années Cartoon Network, si je peux dire. Simon, toi, quand t'es intervenu sur déjà, quand est-ce que tu es intervenu toi sur le projet? À quel moment tu as été désigné pour ça? Et quand toi t'es intervenu, est-ce que tu avais encore cette image de The Loop un peu future science des années 80 qui en soi est pas dégueulasse, hein, mais qui chure vachement par rapport à ce qu'on a à la fin? Moi, je suis arrivé sur le projet. C'est Seb et Clément qui m'ont croisé à Cannes et qui m'ont dit on aurait un projet à te proposer. Ça parle de voyage dans le temps. Moi, j'étais carrément chaud, mais j'avais pas entendu parler du proto avant. J'avais pas vu passer cette fameuse couverture. C'est pour ça que je suis parti un petit peu de zéro en fait. Moi, au niveau du graphisme,
J'ai fait plusieurs essais parce que Seb faisait faire des essais à un autre illustrateur en parallèle pour se laisser le choix un petit peu. Et après quand j'ai été retenu, Seb il m'a vraiment dit lâche-toi, ta carte blanche. Nous on veut un truc vraiment qui se démarque. Enfin du départ il m'avait dit ça va être un univers complètement loufoque. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont venus me voir parce qu'on se connaissait déjà un petit peu, ils savaient que j'étais un petit peu dérangé. Et donc voilà, moi après je me rappelle, il y a un jour j'étais en train de faire des essais plusieurs essais de couleurs en fait à partir du même croquis et j'avais finalisé un truc qui est complètement différent de ce qu'on a eu à la fin. J'ai dit à Seb, écoute, ça je trouve ça cool, mais est-ce que ça te dirait qu'on aille encore plus loin dans la stylisation? Est-ce que ça te va si on tente un truc encore plus géométrique avec des couleurs encore plus franches? Il m'a dit mais oui carrément, vas-y à fond. Donc on y allait à fond et je crois qu'il y avait personne pour nous retenir, donc voilà. Ton cahier des charges de l'époque, au moment où tu as été embauché, tu t'en souviens, ou même quand tu étais sur le côté sélection, tu te souviens un peu de ce que c'était pour nous donner une idée de ce que peut avoir un illustrateur dans ce type de situation? Oui, je me souviens très très clairement. Donc ce jour-là à Cannes, quand ils m'ont parlé du jeu, moi j'ai dit à Seb, cool. Moi j'ai essayé d'être un petit peu professionnel. Je lui ai dit tiens, on en reparle la semaine prochaine. On s'envoie un mail. Est-ce que tu peux m'envoyer un brief? Et Seb il me dit un brief, mais t'es fou, tu nous as pris pour des pros. Non, on s'en parle comme ça et puis c'est tout. Donc ça s'est fait de manière très formelle et j'avais pas de règles du jeu, j'avais pas joué au proto, je savais à peu près que voilà, il y avait un savant fou, j'ai eu beaucoup d'infos qui sont arrivées au fur et à mesure parce qu'il y avait pas tout qui était hyper défini non plus, le développement était pas fini. Et voilà, mais je savais que on pouvait se permettre de partir vers quelque chose de rigolo, même si on était sur un jeu qui était difficile. Mais voilà, après il y a eu une longue période d'ajustement justement sur à quel point est-ce qu'on met de l'humour, à quel point on s'autorise à mettre des refs à la culture pop ou des choses comme ça. Donc ça a été des ajustements après. Ça déjà, on sait qu'il y avait très peu de limites parce qu'il y a énormément de refs pour le coup. Parce que du coup, Max, à un moment, tu parlais sur les images à choisir, vous faisiez un peu plaisir sur le côté, on essayait de choisir des images qui faisaient rire l'autre. Du coup, il y a ce côté un peu design, un peu foufou qui était très tôt pour toi dans ta tête sur l'idée finale du truc, ou à la base, ça avait un truc plutôt un peu sérieux, type Blade Runner, parce que la typo me fait un peu penser à ça, un côté, ok, on passe sur un truc un peu sérieux, peut-être froid, mais sans te dire, ok, ça va partir un peu sur le côté un peu édulcoré. En fait, moi, à jamais de la vie, je me dis, Ketchup, ils vont le faire comme nous, on le fait avec Théo en se marrant. C'est pas vraiment les illustrations qu'on essaie de se faire marrer, c'est le titre des cartes, quoi. On a un effet, il faut qu'on lui mette un titre thématique qui va bien avec le jeu et on met Currywurst périmé, quoi. Il y a quand même Il est resté. Il est resté. Et en fait, nous, on prend du plaisir à ça. Mais moi, dans ma tête, jamais de la vie, ça passe jusqu'à l'édition. Et quand, dès le début, je vois un petit peu le développement plus graphique, plus éditorial, qui rentre dans le délire, mais qui fait pas que rentrer dedans, qui le pousse encore plus loin. Et il y a quelque chose d'assez jouissif, quoi. Il y a un truc de vraiment, nous, on avait une intention, mais qui était plus pour se rendre compte du plaisir qu'on a pris à travailler sur ce truc-là et de comment on s'est marré à le faire. Et en fait, ça va jusqu'au bout, quoi. Ça va jusqu'à l'édition et encore plus avec l'illustration. Seb, parce que là, du coup, Max se dit, ok, l'éditeur jamais de la vie nous fera un truc aussi délirant. Toi, quand t'as eu justement cette carte en main, le Currywurst périmé, par exemple, est-ce que tu t'es dit, ok, ça bute et en vrai, on partira sur ce genre de truc, ou est-ce que il y a eu un moment de doute en disant, ouais, c'est peut-être un peu trop, on va partir sur autre chose? Je sais pas si je me suis posé la question totalement au départ. Je pense qu'on se l'est posé un petit peu plus tard du positionnement exact du registre d'humour, jusqu'où on allait, enfin, même si ça a été assez naturel. Mais non, j'ai souvenir que pour moi ça faisait un peu partie de ce qui me séduisait moi dans ce projet, en tout cas. Cette espèce de légèreté de ton, moi je trouvais que c'était un atout aussi pour un coop par rapport à typiquement les grands cadors du genre, typiquement un Pandémie ou un truc. Ça permet aussi de se placer sur autre chose
et de proposer autre chose en termes d'ambiance. Donc moi c'était quelque chose, et c'est aussi quelque chose qui, alors je sais pas si c'est parce qu'on sortait de projets aussi plus sérieux ou qu'on avait en stock entre guillemets des projets plus sérieux et un peu plus fermés sur le thème, sur le traitement, surtout sur ce qu'on peut y mettre. Mais moi c'est effectivement ça a toujours sur ce projet été une source d'excitation de dire il y a cette part de créativité qui finalement existe sur assez peu de projets à ce degré-là en fait, enfin qu'on peut s'autoriser. Mais effectivement moi je le voyais depuis le départ comme quelque chose d'assez naturel de traiter ce projet sur un second degré. La rencontre avec Simon sur Cannes et sur le côté de dire ok, il n'y a pas de cahier des charges, t'es ouf, vas-y, on en parle la semaine prochaine. Alors c'est une vision un peu, enfin j'aurais pas eu le même souvenir exactement. Justement, Simon à cause de ta partie. Ah, je suis désolé, j'ai balancé. Qui a un souvenir visiblement très précis, mais c'est pas le même que le mien. Mais non, je pense à ce stade-là, moi j'étais sur le truc de me dire, typiquement Simon, donc on s'était déjà rencontrés et on avait bien accroché humainement. Après c'était vraiment le truc de se dire quand est-ce que j'ai le bon projet pour contacter quelqu'un comme Simon. Et là pour une fois je me disais tiens, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a un univers qui est très très particulier et très personnel, et c'est typiquement pas le genre d'ILU qu'on peut projeter sur tout. Et là je sais pas, il y a quelque chose en le rencontrant comme ça par hasard sur Cannes où je me suis dit si là tu l'envisages pas, je pense que tu l'envisageras jamais. Qu'est-ce qui a fait le déclic quand tu avais le choix de l'illustrateur là-dessus? Qu'est-ce qui a fait le déclic pour Simon sur les rendus qui t'ont donné? Alors c'est des choses qu'on a discuté ensemble avec Théo, Max, Clément sur les essais. Déjà c'est pas forcément un truc qu'on a l'habitude de faire, et typiquement c'est quelque chose que je referais plus de la même manière. Ce truc de partir un peu en simultané avec deux illustrateurs, parce qu'il se trouvait que c'était deux illustrateurs avec qui on avait un bon contact humain, et ça rend l'exercice d'autant plus nul vis-à-vis de la personne qu'on va pas pouvoir retenir sur le projet. Donc c'est pas. Mais donc qu'est-ce qui nous a fait pencher là-dessus, c'était, je pense que c'est sur le design du Docteur Fou, un des premiers designs où on arrivait à se projeter, parce qu'on se disait typiquement que c'était un élément hyper important du jeu. C'est un peu ce qui a fait le juge de paix, à quel point on était convaincu par la proposition du Docteur Fou, qui est pas du tout celle finale. Au final, en tout cas la première qui nous a un peu convaincu. Et après, s'il y a eu un croquis qui était assez proche de l'idée de ce Docteur Fou à tête de sablier, qui a fini un peu de nous convaincre, de nous dire tiens, ce Docteur Fou il est cool, on se verrait bien partir sur ce style de trait. Simon, comment le cheminement de création pour toi a été fait pour arriver au design final? Est-ce que quand t'as été retenu et qu'on t'a présenté le projet et que t'as pu peut-être tester le proto, est-ce que tu t'es dit ok, ça serait cool de partir dans la pop culture machin et tout, et vraiment avoir ce design un peu édulcoré, Cartoon Network comme je l'aime à le dire, ou est-ce que c'est venu de création en création et de brainstorming en brainstorming? Comme disait Seb, mes essais, pendant mes essais, le style graphique il a évolué pour arriver pas tout à fait à celui qu'on connaît, mais en tout cas à quelque chose dans cette direction-là. Après, au niveau des refs à la pop culture, tout ça, c'était pas du tout un but avoué entre nous. On se disait pas ça serait drôle qu'il y ait des références à ça, qu'il y ait machin. Ça s'est fait assez naturellement. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a forcé. C'est quelque chose qui fait partie de nous, de notre culture à chacun. Quand il y avait des objets qui nous semblaient pertinents, les mettre là, on se le permettait. Mais le but était pas qu'on se dise tiens, ça c'est la carte de Retour vers le futur, ça c'est je sais plus ce qu'il y a. Il y en a plein. Mais voilà, il y a aucune référence qu'on s'est forcé à mettre. C'est vraiment parce que ça venait tout seul, quoi. Et après le trait, quand tu parles de style Cartoon Network, je vois complètement pourquoi tu dis ça, mais après c'était pas du tout quelque chose de conscient. C'est vrai que je me suis pas dit tiens, il faudrait
il faudrait faire un graphisme à la laboratoire de Dexter ou les Super Nana, bien sûr. voilà, quelque chose que je connais mais de très loin. J'ai regardé un tout petit peu Cartoon Network quand j'étais petit, mais pas cette série-là. Et voilà, moi mes influences elles sont diverses et variées et le moins consciente possible. J'essaye pas du tout de me dire tiens je vais faire dans le style de ça parce que sinon j'aurais trop peur de coller à une seule référence en particulier et je préfère faire quelque chose de plus inconscient et qui va être plus ou moins digéré et après coup on se dit ah bah tiens ça fait penser à ça un peu ou tiens le visage de tel personnage ou tel objet ah bah oui tiens ça fait penser à ça. Des fois c'est vraiment inconscient quoi. Je reviens sur pour Max et pour Théo sur le choix entre guillemets graphique illustrateur. Vous ça vous a enfin il y a un truc qui vous a fait craquer dans le design aussi sur ce qu'avait proposé Simon au moment d'être sélectionné. Je suis désolé, j'insiste sur cette période-là parce que c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup discuté, enfin qu'on connaît mal, enfin un peu. Et du coup, c'est assez intéressant de voir à quel moment les auteurs ont aussi leur mot à dire un peu là-dedans, parce qu'on avait vu avec Théo que c'était pas forcément le cas. Et là, je trouve que c'est un truc vraiment un melting pot de tout ça qui a fait que tout est ressorti un peu en même temps et que j'ai l'impression que chacun avait son mot et que tout évoluait un peu en même concordance. Donc Max, qu'est-ce que toi que t'as tapé dans l'œil? Est-ce qu'il y a eu un truc spécifique dont tu pourrais nous partager? Déjà, ouais, c'est important de le souligner que c'était hyper agréable d'être pris dans ces discussions-là, ce qui est rarement le cas en fait. Non, en tant qu'auteur, on est très rarement pris dans les discussions du choix d'illustrateur, du style graphique, alors que pour moi c'est primordial, mais voilà, on n'a pas souvent notre mot à dire. Et là, le fait d'être pris dans la discussion, ça va être vachement important parce que moi, je suis pas emballé de base sur le boulot de Simon par rapport à l'autre illustrateur qui était en lice, et j'ai du mal à voir où ça va. Mais par contre, je fais complètement confiance à Ketchup sur les graphismes parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai vraiment pas la sensation d'être pertinent à ce niveau-là. Et parce que je vois les autres jeux qu'ils ont fait et je vois qu'à chaque fois ils ont réussi à. En plus, je voyais les protos, je voyais les briefs de départ un peu de leurs autres jeux et je me disais mais comment ils vont réussir à l'illustrer dans ce style-là, machin. Et à chaque fois ils arrivent à avoir un produit fini qui est super beau. Donc je fais complètement confiance. Et le fait d'être dans la conversation, d'être dans la discussion, d'avoir les arguments à un moment donné où moi je dis moi je suis moins fan, je suis un peu moins emballé, où ils m'expliquent pourquoi ils font ce choix-là et ils argumentent dessus. Derrière, je suis obligé de dire oui, ok, vous avez raison, de toute façon c'est vous qui prenez la décision, mais le fait d'en parler, de passer du temps à m'expliquer pourquoi ils font ce choix, je l'accepte volontiers en fait. Ça fait une grosse différence par rapport à plein d'autres projets. Théo, du coup, t'étais dans le même schéma ou t'étais craqué complètement directement sur les designs? Non, en fait, c'est intéressant parce que exactement la même. C'est-à-dire que le même process déjà d'être content d'être impliqué. On en a déjà parlé avec Simon, mais moi, j'étais pas très fan de son style graphique sur Yogi et sur Yogi Guru, du coup. Où il y avait un aspect de je comprenais le style mais il me parlait pas spécialement, et donc vraiment quand Ketchup dit c'est bon on a choisi, ça va être Simon, je suis un peu genre ok cool, je vous fais confiance, j'ai hâte de voir, mais j'ai hâte de voir quoi, je sais pas à quoi m'attendre, et ça a amené un truc encore presque plus chouette parce que les attentes elles étaient là et la surprise était encore plus forte de au fur et à mesure voir le style se caler, se poser, être de plus en plus maîtrisé et de plus en plus se dire ça défonce tellement fort en fait quoi. Et donc c'était très plaisant d'être impliqué et c'était plutôt c'était très chouette. Je vais revenir sur le côté proto création entre Max et toi Théo. Est-ce que vous avez l'idée, un truc, je sais pas, ou même Seb, pour vous qui a fait le moment qui a tout changé en fait, le moment qui a dit ok le proto il en est là dans ses phases de création. Seb par exemple, toi qu'est-ce qui t'a fait dire ok là je suis obligé de le signer? Je suis obligé en temps, je veux vraiment le signer, il y a vraiment un truc qui fait que je le sens ce jeu, je sens ce proto qui va sortir en vrai produit. À quel moment ça t'est venu? Est-ce que tu te souviens de ce basculement? Alors, je sais pas s'il y a du flou, mais je sais que c'est au retour du festival Ludix qu'on a rejoué au jeu, et je pense qu'il y avait déjà ce système de hérité du deck building avec le système de loop tel qu'on le connaît maintenant, il me semble. Il faudrait que les auteurs confirment. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Bien, c'était quoi? Ludix, c'était en novembre 2018, quelque chose comme ça? Non, novembre 2019?
Non, pas novembre 2019, novembre 2018. Novembre 2018, ouais. Ah oui, donc on est tôt en fait par rapport à. On est quoi? On est moins de 6 mois après l'idée principale, je veux dire, de la création. Ce qui me semble tôt, mais je me rends pas compte du tout. Et là, clairement, oui, enfin, il y a plusieurs choses. Donc, il y a effectivement cet état d'esprit du jeu qui est plus visible et plus perceptible que dans les versions qu'on avait vues avant. Il y a vraiment ce système, se dire qu'il y a ce système de loop qui est vraiment quelque chose, un point original. Typiquement en tant qu'éditeur, on cherche des jeux qui ont quelque chose de visible à faire valoir au moment où ils vont sortir. Et donc forcément, quand un jeu peut avoir une proposition forte, et quelque chose d'un peu évident sur qu'est-ce qu'il apporte, quand il peut répondre à ces questions de tiens, qu'est-ce qu'il apporte au-delà de c'est un bon jeu, jouez-y, c'est un bon jeu, d'avoir des arguments un peu clairs qu'on appelle de pitch entre guillemets. C'est quelque chose qui malgré tout est dans le contexte hyper florissant et un peu rare, et du coup plus un jeu a ça, et là en l'occurrence on y voyait ça, et plus on peut se dire tiens, on peut s'engager, on peut faire le pari de s'engager tôt sur un projet pour se dire ok, il reste manifestement beaucoup de boulot à faire dessus, mais on serait content de le faire ensemble, et on a envie de s'investir là-dessus parce qu'on pense que le potentiel est à la hauteur de ça. Après, ça comporte beaucoup d'interrogations, du coup, et sur lesquelles on viendra probablement sur tout l'aspect développement, le long chemin qui est un tel développement. Mais voilà, pour nous, c'était assez évident. Et ce qui a fait que c'est moi qui ai pris le projet, c'est surtout, je pense que l'état d'esprit du projet me convenait assez parfaitement, et en plus peut-être que j'étais plus emballé que Clem de bosser sur un coop à titre perso, mais voilà, mais lui était très chaud aussi pour le projet de toute façon. Juste pour rebondir sur la temporalité, parce que c'est un des trucs qui est intéressant en termes de développement, parce que effectivement entre juin où on commence à bosser avec Max, et puis là novembre où on est en train d'approcher un éditeur sérieusement avec du coup une signature à la clé, mais le feeling que ça peut peut-être le faire, c'est effectivement assez court. Et ça a vraiment bénéficié entre juin et novembre, on a fait 2 grosses sessions avec Max, de 3-4 jours, dont une où on a fait pratiquement que bosser sur The Loop, du coup pendant 3 ou 4 fois, 12 heures par jour, comme on en parlait. Et ça, vraiment, ça a été un gain de temps en termes de développement et un gain d'énergie. On s'est jamais fatigué sur ça. Et ce qui fait, je me souviens très bien arrivé j'avais fait la route en voiture avec Clément de Catch-Up pour aller à Ludix, depuis Lyon en Auvergne, donc je sais plus combien de temps de bagnole, mais c'était assez long. Et lui dire j'ai une nouvelle version de The Loop à te montrer, tu vas voir, elle est cool. Et il était genre mais les gars, en fait on est 3 semaines après SN, vous m'avez montré à SN, c'était pas encore assez bien, en 3 semaines le truc il a pas été bouleversé quoi. Mais en fait on avait tellement condensé presque l'équivalent de 2-3 mois de boulot à distance où tu fais ta version, tu testes, tu fais des retours. Je pense que sur ces 4 jours, on avait dû faire 8 versions de The Loop différentes où on avait cassé des trucs et on avait réparé. Et donc, je me souviens une sorte de petite fierté, un petit challenge de dire si, tu vas voir, on a bien travaillé avec Maxime. Et c'était cool, c'était une belle sensation, et c'est vraiment ces sessions de boulot en présentiel et concentrées sur un projet qui ont vraiment porté le truc. Tiens, pendant que tu as la parole, garde là justement toi, ce moment pour toi qui a basculé sur le jeu, alors plus sur le côté créatif, c'est peut-être justement ce moment-là, tu vas me dire, mais quel était le déclic qui t'a dit ok, le proto, on le manie, comme tu le dis, on le casse, on le répare, on change des trucs, mais le moment où ça a vraiment basculé en disant ok, là on touche vraiment du doigt le début du produit final, ça a été quel moment? C'est juste avant Ludix, c'est à la fin de cette session, il y a vraiment un truc de... En plus, si je me souviens bien, Max, il était à Bruxelles et il y avait presque un espèce de challenge de en fait tu rentres chez toi que quand on est un peu content, qu'on n'avait pas complètement énoncé, mais il n'y avait pas de billet de retour de genre au bout de 2 jours ça s'arrête, c'est genre quand on pense qu'on est arrivé à un truc cool, c'est bon, tu peux rentrer chez toi sans vraies obligations. Il n'était pas enchaîné dans mon appartement, pas tout le temps. Et je me souviens d'avoir ce feeling à la fin de la session de on joue et on se dit putain, j'ai envie d'en refaire une là, c'est bien en fait quoi, c'est cool, il y a un vrai truc chouette quoi. Et tu le sens un peu dans tes tripes de cette partie là, ça serait un vrai jeu.
j'aurais pas été mécontent, et là j'ai envie d'en refaire une tout de suite. Ok, bah on peut le montrer à un éditeur, je crois. Max, ça a été le même moment pour toi? Ouais, clairement, les moments qui changent tout, il y a ça. Et il y a vraiment cette session-là de travail où, ce que dit Théo, on joue. Et je crois que presque par plaisir, on se dit, bah, oh, la carte là, on pourrait la modifier un tout petit peu. On modifie la carte, je fais, bon, bah, on rejoue pour tester, quoi. Et il y a vraiment une sensation qui est assez étrange par rapport à plein d'autres projets. En fait, on a envie de jouer au jeu, plus que d'y bosser dessus. On a envie de jouer à chaque fois qu'on termine une partie, quoi. Donc, il y a vraiment ça. Il y a l'arrivée de la tour aussi, qui est beaucoup plus tard après dans le projet, mais qui lui a vraiment donné un aspect physique au jeu et qui a vraiment ajouté quelque chose où on cherchait à remettre de la tension, et cette petite tour là dans laquelle on jette des cubes a remis énormément de tension dans le jeu et a vraiment changé les sensations. Mais il y a vraiment ce moment là. J'arrête ici la première partie de l'émission consacrée à The Loop avec les auteurs, l'illustrateur et l'éditeur pour faire 2 parties d'émission qui respectent un peu plus le timing que faire une grosse émission d'1h30. La deuxième partie est déjà disponible. Voilà, comme ça vous aurez deux émissions pour écouter. Je vous dis à tout de suite et kiffez bien. Ciao. Un petit rajout de dernière minute sur cet épisode. Restez branchés dans les jours à venir sur le Twitter de VHS, Théo et de moi pour pouvoir profiter d'un concours qu'on va lancer. Catch Up Games va nous faire parvenir une boîte de The Loop qu'on va vous faire gagner avec un petit concours. Il y a 2-3 questions dedans, donc comme ça vous pouvez répondre directement sur le Twitter et y participer. On fera un tirage au sort. Voilà, les détails plus tard. Ciao.